Salut tout le monde, je tourne cette vidéo exceptionnellement un lundi puisque mercredi je n'aurai pas le temps de vous présenter mes lectures passées, en cours et futures puisque je devrais préparer ma valise pour le départ aux Imaginales du vendredi matin. Parce que je travaille le jeudi toute la journée, je vais rentrer tard, donc je vais profiter de mon mercredi de libre pour mettre en ordre toutes mes affaires, préparer ma valise, ne pas oublier un livre à faire dédicacer, faire mes petites listes, etc. Donc je profite de ce lundi férié pour tourner ma petite vidéo pour vous présenter toutes mes lectures passées, en cours et celles que j'ai prévues pour les jours à venir. J'ai retrouvé un autre accessoire pour Kali, un nouveau bonnet. Enfin nouveau, je l'ai depuis pas mal de temps. D'ailleurs je le mets plus que l'autre. Voilà, donc un nouvel accessoire pour une nouvelle vidéo. Je me dis que peut-être, vu le temps, je vais finir par amener mes bonnets à Épinal pour les Imaginales ce week-end, on verra. C'est parti, allons-y, j'ai pas mal de trucs à vous présenter aujourd'hui. J'ai 5 lectures terminées, donc 5 livres à vous présenter, une lecture en cours et 2 livres que je compte lire dans les jours à venir. Donc allons-y. Alors, le premier livre que j'ai terminé ces 2 dernières semaines, c'est Le Prince d'été de Alaya Dawn Johnson. Je vous en avais parlé un tout petit peu la dernière fois puisqu'il me semble que c'était ma lecture en cours de ma dernière vidéo. J'avais lu une quarantaine ou une cinquantaine de pages, ou peut-être plus, je ne sais plus. Donc, je vous l'avais déjà présenté un petit peu la dernière fois. Alors, donc je l'ai terminé évidemment, je l'ai déjà chroniqué sur le blog, vous pouvez aller, je vous mettrai le lien, vous pourrez le suivre si ça vous intéresse d'avoir la chronique détaillée. Alors, j'ai été assez déçue par ce Prince d'été. J'ai vu des avis dithyrambiques sur internet. J'avais très envie d'avoir un coup de cœur moi aussi, parce que le pitch me tentait bien, la couverture est magnifique, c'est un one-shot. Il y a plein de choses qui faisaient que j'avais très envie d'accrocher à ce livre et en fait j'ai pas accroché du tout. Alors pour la petite histoire, on se retrouve dans un Brésil futuriste dans 400 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et dans ce Brésil futuriste, c'est une société un petit peu matriarcale, qui a pris le dessus. Ce sont des femmes qui gouvernent et tous les ans ou tous les 5 ans, j'ai pas trop compris, elles doivent élire un nouveau roi. Il y a des sacrifices, etc. Donc c'est un petit peu le thème de ce livre. On commence avec l'élection d'un nouveau roi d'été. Celui qui a été choisi, c'est Enki, un personnage un petit peu particulier. Je le trouvais complètement détaché de tout. J'ai pas du tout réussi à m'attacher à lui, justement. Il est pas humain. Enfin, vous verrez, il a rien d'attachant. Il est trop en dehors de tout. Voilà, donc ce roi d'été, qui s'appelle donc Enki. On le découvre donc lors de son élection et on découvre également les 2 autres personnages principaux entre guillemets. Donc vous avez June, l'héroïne, c'est elle la narratrice principale du livre, donc on suit ses pensées. Et Gilles, le meilleur ami de June qui va devenir l'amant d'Enki. Alors dans cette société un petit peu particulière, c'est une société très libérée. Tout le monde couche avec tout le monde, dès le plus jeune âge, on se promène nu, tranquille, pas de problème. Et ce qui est assez étrange, c'est qu'on a le côté très ancienne tradition, avec notamment ces sacrifices liés à la religion, etc. Et un côté très nouvelle technologie, avec plein de robots, enfin il y a un aspect très futuriste aussi. Donc je trouve que le mélange est intéressant, mais et pas forcément hyper bien à mener. J'ai pas vraiment réussi à m'intégrer dans cet univers qui est assez bien trouvé, original, mais en fait c'est le gros problème de ce livre, je l'ai trouvé trop froid du début à la fin. Je me suis pas du tout attachée aux personnages, je les ai détestés. June, je l'ai trouvé immature, insupportable. Bref, ça n'a pas du tout allé avec moi. J'ai pas du tout accroché à sa relation.
notamment avec Enki, elle est amoureuse de lui. Enfin, c'est une relation qui est très particulière, je vous en dis pas plus, mais bon, moi ça m'a pas du tout fait vibrer. Il y a peut-être juste sa relation d'amitié avec Gilles, qui est la plus humaine entre guillemets, et bon, celle qui m'a le plus touchée, mais finalement c'est pas la relation la plus importante de cette histoire. J'aurais bien voulu vous parler de l'intrigue, mais en fait c'est aussi une faiblesse de ce livre, c'est que l'intrigue, fil conducteur, il n'y a pas. On voit la nouvelle élection du nouveau roi d'été, qui est baptisé prince d'été, qui est un rebelle, et il s'associe avec June pour faire passer ses idées à travers l'art. Donc ils sont un petit peu en rébellion contre le système matriarcal, et essayent de faire passer ce qu'ils pensent grâce à leur art. C'est une idée très sympathique, très bien trouvée, mais j'ai pas trouvé qu'elle était assez mise en avant. Enfin, elle est mise en avant, mais pas correctement. Enfin, j'ai pas accroché. Voilà, donc pour moi, le prince d'été, c'est une déception. Ça n'a pas fonctionné, je ne me suis pas attachée au personnage, et quand je ne m'attache pas au personnage, je peine à lire l'histoire, puisque je me fiche complètement de ce qui peut leur arriver. Alors si en plus vous avez une intrigue qui n'est pas vraiment très cadrée, ça part un peu dans tous les sens, bah voilà, je suis passée à côté complètement. Kali, ce livre, n'essaye pas de le trouver puisqu'il est pour toi, je te l'enverrai début juin, dès que j'aurai les autres livres que je veux t'envoyer et les autres petits cadeaux que je veux te faire. Voilà, donc il est pour toi, n'essaye pas de le troquer, n'essaye pas de l'acheter d'occasion, je te l'offre, regarde, il est neuf, je n'ai pas plié la tranche exprès pour toi, il est nickel. Tome de Cardcaptor Sakura de Clamp. C'est une série que j'adore. J'ai découvert cette série par l'anime qui passait sur M6 à l'époque, c'était mercredi après-midi quand je rentrais du lycée, de la seconde. J'allumais ma télé, et je regardais Sakura, chasseuse de cartes. J'ai donc découvert le manga d'origine assez tardivement, et j'adore autant que l'anime, puisqu'en fait, pour ceux qui connaissent un petit peu, je pense que vous pouvez confirmer, l'anime est très très fidèle au manga, donc on retrouve pratiquement les mêmes aventures. Il y a quelques épisodes en plus dans l'anime pour que ça soit un peu plus long, parce qu'il n'y a que 12 mangas en tout, donc ça fait peu d'aventures. Donc ils ont développé les trucs dans le support, enfin dans l'anime. Voilà. Alors la petite Sakura, je vous raconte pas son histoire, je pense que tout le monde connaît. Elle doit récupérer les cartes de Clos, et pour ça elle est accompagnée d'un petit animal qui s'appelle Kelo dans la version écrite, Kero dans l'anime en français. Donc c'est une petite, ça ressemble à une petite peluche, c'est lui qui est, c'est le personnage le plus humoristique de l'histoire. J'essaie de vous trouver un joli dessin où on le voit. Donc c'est le gardien des cartes normalement, et il aide Sakura à retrouver les cartes qui ont été perdues. Dans ce 8e tome, en fait, elle a retrouvé toutes les cartes, mais il y a un personnage qui l'a fait tourner en bourrique. Je peux pas vous en dire plus sans trop spoiler. Donc voilà, oui, il y a un personnage un petit peu particulier qui lui envoie des épreuves. Et donc elle doit les résoudre. Alors le petit Kero ou Kelo, c'est cette petite peluche là qui est jaune en fait. Ah bah... Pourquoi je suis allée chercher plus loin? Voilà, c'est ce petit truc là. Voilà, donc la petite Sakura. Et elle est accompagnée aussi de sa meilleure amie qui s'appelle Tiffany dans le dessin animé et qui s'appelle Tomoyo dans le manga. C'est celle qui lui crée ses costumes et qui la filme tout le temps, puisqu'elle est complètement fan du cinéma. Donc elle a toujours sa caméra sur elle. Et vous avez Shaolan, le petit garçon qui était aussi un chasseur de cartes et qui est le descendant de Clos, celui qui a créé les cartes. Donc Shaolan, hop, c'est lui là. Il est tout mignon. Et Tiffany, est-ce que je vais réussir à trouver cette demoiselle? Ouais, on la voit pas très très bien, mais bon, voilà, c'est voilà la petite brune avec les cheveux très longs. Voilà, donc c'est tout plein de petites aventures super mignonnes. Là, on a 3 épisodes, 3 chapitres. Le premier, c'est... ça reprend une espèce de tradition qu'il y a apparemment au Japon, c'est quand on apprécie quelqu'un, on lui offre une peluche qu'on a créée nous-mêmes. Donc tous les élèves de l'école de Sakura sont allés acheter leur kit pour créer leur petite peluche. Et
il la construit, enfin ils sont tous en train de la fabriquer. Et évidemment, la magie s'en mêle. Et la petite peluche, qui était toute mignonne, se transforme en peluche énorme, qui fait plein de dégâts, puisque la magie de Clo est derrière tout ça, et donc Sakura doit régler le problème. Donc ça, c'est le premier épisode, je vous raconte pas les autres, mais voilà, c'est des petits chapitres dans la vie de Sakura, c'est super sympa, moi ça me fait rire. Sakura, je la trouve adorable, c'est une héroïne... Ouais, elle est trop chou. Shaolan, le petit garçon qui la soutient, pareil, il est adorable. J'aurais 12 ans, je serais amoureuse de lui tellement il est trop chou. Voilà, c'est une saga que je prends toujours plaisir à regarder. D'ailleurs, je me suis offert les 2 coffrets des 2 saisons la semaine dernière. J'ai recommencé à regarder les épisodes de temps en temps. Toujours un plaisir. Et là, il me reste donc les tomes 9, 10, 11 et 12, donc 4 tomes avant de terminer, mais je prends mon temps parce que j'aime tellement que j'ai pas envie que ça se termine. Amulette de Véronique Ajarag aux éditions du Chat Noir. Et là, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, mais c'est vraiment pas loin. D'ailleurs, je saurais même pas pourquoi vous dire pourquoi c'est pas un coup de cœur. Je sais pas, ça s'explique pas, mais c'est vraiment une très bonne lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est déjà super bien écrit. Et l'intrigue, je l'ai trouvée très prenante. Alors, pour vous expliquer, nous avons donc Agrippine, donc c'est la jeune femme qu'on voit sur la couverture, qui va chez un psychologue qui s'appelle le docteur Yann pour lui raconter son histoire. Alors, en fait, on suit le livre du point de vue du psychologue, donc du docteur Yann, et donc on découvre l'histoire d'Agrippine en même temps que lui. Et alors cette charmante demoiselle, va lui expliquer que, en fait, elle se réincarne à chaque fois, et qu'à chaque fois, à cause d'une malédiction, elle vit une histoire d'amour impossible et tragique. Voilà. Donc, dans la première partie de l'histoire, on va surtout découvrir l'origine de cette malédiction, donc sa toute première vie. Et cette toute première vie se déroulait en Mésopotamie, et à cette époque-là, elle était une jeune prêtresse qui s'appelait Ishtar. Et cette jeune prêtresse a été promise en mariage à, je ne sais plus comment s'appelle le roi, oui c'est un roi, au roi, puisque le roi à l'époque prenait une nouvelle épouse tous les ans, et c'était une jeune prêtresse vierge. Donc cette année-là, ça tombe sur Ishtar. Elle est enfermée dans sa nouvelle chambre, dans ses nouveaux appartements, et elle ne doit pas en sortir tant que son époux ne sera pas venu la voir. Donc elle attend dans cette chambre, elle attend, et elle rencontre son époux, mais toujours dans le noir. Elle ne doit jamais voir son visage. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais vous pouvez vous douter qu'il y a anguille sous roche, que ça va pas se dérouler très bien pour Ishtar et son amoureux, qu'il va y avoir une malédiction parce qu'il y a forcément une belle-mère, une marâtre, pas forcément très sympathique. Je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais voilà, ça c'est la première vie d'Ishtar, et c'est de là que tout vient. Tout découle de cette malédiction, de cette première histoire d'amour. Et en fait, on se rend compte au fil du récit d'Agrippine, au fil des découvertes du docteur Yann, que sa patiente a donc vécu plein de vies différentes, et qu'à chaque fois, la malédiction reprenait, et que pour vaincre cette malédiction, elle doit faire quelque chose de particulier, je ne vous en dis pas plus. Et le docteur Yann se trouve embarqué dans cette histoire. Il va aider cette demoiselle Agrippine à s'en sortir, et évidemment il est impliqué là-dedans, plus ou moins... Je ne sais pas comment dire ça. Il est plus ou moins impliqué dans cette histoire, voilà, la phrase est mieux tournée. Et je pense que je peux vous dire que ça pour l'intrigue, j'ai pas envie de vous spoiler.
ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que c'est très prenant. On a les éléments au fil des pages. J'ai beaucoup aimé tous les aspects historiques. Alors j'ai vu la chronique de ma meilleure amie Révérence, qui est archéologue et vraiment passionnée par l'archéologie, par l'histoire, etc. Donc elle s'y connaît énormément, donc elle a pu relever des petites incohérences, des petites erreurs. Alors moi, j'ai fait des études d'archéologie 1 an. Après je suis partie en histoire de l'art, donc l'archéologie, voilà, j'ai aucun souvenir. Pourtant j'ai eu le même cours qu'elle sur la Mésopotamie, etc. Mais je me souviens même plus la tête de l'enseignant, c'est pour dire. Pourtant je l'ai eu pendant tout un trimestre, tout un semestre, pardon. Bref, donc moi tous les aspects historiques, reconstitution, etc. J'ai été à fond dedans, ça m'a plu. J'ai pas vu d'erreur. Voilà. Après, je peux comprendre que les experts aient des petites choses à redire, mais franchement, pour les novices comme moi, pas de souci, vous pouvez y aller, c'est super prenant. Évidemment, l'histoire en Mésopotamie d'Ishtar, c'est celle qui est la plus développée. Après, on découvre d'autres époques, d'autres personnages, d'autres histoires d'amour qui sont plus ou moins développées, qui m'ont plus ou moins plu. Mais dans tous les cas, je trouve que c'est un petit peu la force de Véronique Ajarrag, c'est qu'en peu de mots, en peu de phrases, elle arrive à nous transporter dans un monde, dans une époque différente. Et on est tout de suite dans les scènes. Voilà, donc en Mésopotamie, je m'imaginais parfaitement le décor. Ensuite, on a... qu'est-ce qu'on a comme époque? On a plus les époques bibliques. Je vais pas vous raconter les scènes parce que sinon je vais vous spoiler. Enfin bon, bref, à chaque fois je me suis vraiment sentie dans les scènes avec les personnages, et je trouve que c'est une vraie force en fait, en peu de mots, de réussir à poser tout un contexte. Voilà, donc bravo pour ça. Ensuite, j'ai apprécié le fait que ce soit très riche. On sent que donc Véronique Ajarrag a des connaissances historiques sur plein d'autres choses. Ça se sent qu'il y a eu des recherches derrière, que c'est travaillé, etc. Donc ça j'ai bien apprécié. Et en même temps, ce que j'ai apprécié aussi, c'est que même si on sent que derrière il y a plein de recherches, que c'est quelque chose d'érudit, c'est pas non plus un truc imbuvable à lire. Au contraire, c'est vraiment prenant. Ouais, je peux pas dire autre chose. C'est très bien écrit. Voilà, j'ai bien apprécié les personnages, surtout le Dr Yann. Je trouve que c'est un héros qui est très agréable à suivre. Agrippine, on la voit finalement assez peu, mine de rien. Enfin, dans notre époque présente en tout cas, mais on la découvre au fil de ses autres réincarnations. Et c'est une héroïne aussi forte, etc. Donc vraiment très sympa. Je vous dis, je sais même pas pourquoi j'ai pas eu un coup de cœur. Parce que franchement, je crois qu'il n'y a aucun point négatif à relever. Du moins pour ma part, j'ai trouvé rien de négatif dans cette lecture et je l'ai dévoré en 2 ou 3 jours. Voilà, je vous conseille ce titre, Amulette, qui est sorti, voilà, il y a quelques jours, quelques semaines. Donc pour ceux qui sont aux Imaginales, n'hésitez pas. Coup de foudre à Hostilland de Shannon Hale, aux éditions Charleston. Donc en fait, j'ai gagné ce livre lors d'un concours organisé par le blog Jane Austen Is My Wonderland et les éditions Charleston. Et en fait, dès que je l'ai reçu, mercredi dernier, je me suis lancée dedans et je l'ai lu en 2 jours. C'est très court, un peu plus de 200 pages, 250 à peu près. J'ai trouvé ça très frais, très amusant. Franchement, si vous avez envie d'une lecture détente pour cet été, vous pouvez y aller, vous pouvez vous lancer, surtout si vous appréciez l'œuvre originale, qui est donc Orgueil et Préjugés de Jane Austen, évidemment. Vous pouvez y aller, c'est vraiment super sympa. Enfin, je dis l'œuvre originale Orgueil et Préjugés, oui, c'est celle qui transparaît le plus dans ce roman, mais finalement, on trouve aussi d'autres œuvres de Jane Austen, un petit peu en fil derrière. Alors, c'est l'histoire de Jane, qui est une trentenaire new-yorkaise, et cette jeune femme a une vie professionnelle assez intéressante, elle est graphiste, donc elle est assez épanouie de ce côté-là, mais par contre dans sa vie personnelle, dans sa vie privée, notamment amoureuse, ça ne va pas, elle a la trentaine, elle est toujours pas mariée, évidemment sa mère, sa famille lui font remarquer que peut-être faudrait y penser, etc. Mais en fait, Jane, elle a un secret inavouable, c'est que elle est amoureuse
de Monsieur Darcy, et pas n'importe quel Monsieur Darcy. Elle est amoureuse de Colin Firth, l'acteur qui incarne Darcy dans la série Orgueil et Préjugés de la BBC de 1995. Série que je vous conseille évidemment puisqu'elle est absolument merveilleuse, elle est incomparable, elle n'a rien à voir avec le film de 2005, qui est, c'est vrai, esthétiquement très beau, mais qui, à côté de ça, niveau personnage, interprétation, fidélité au roman, est complètement naze. Je vais me faire des ennemis. Non, mais la série de 95 est absolument magnifique. Et c'est vrai que Colin Firth, c'est un Darcy parfait. Et donc, cette héroïne est amoureuse de ce Darcy-là. Voilà. Et donc, elle compare tous ses petits amis, tous ses prétendants, à Darcy. Et forcément, ça ne va pas. Elle ne trouve jamais chaussure à son pied. Voilà un petit peu le contexte. Et en fait, cette trentenaire va revoir une grande tante qu'elle n'avait pas vue depuis une dizaine d'années. Et cette grande tante découvre ce secret inavouable, ce fantasme pour Monsieur Darcy. Et à sa mort, qui survient quelques semaines après les retrouvailles, elle lègue quelque chose de particulier à Jane. Elle lui lègue un séjour de 3 semaines dans un lieu particulier qui restaure exactement la régence anglaise du début du 19e siècle. Donc Jane au début elle hésite, elle se dit non mais je veux absolument arrêter de fantasmer sur Darcy, donc aller 3 semaines dans un roman de Jane Austen, c'est pas possible, ça va pas du tout régler mes problèmes. Finalement elle y va, et sur place, la première chose qu'elle doit faire, donc déjà c'est apprendre, elle a un petit livret pour apprendre tout ce qui se faisait et ce qui ne se faisait pas au 19e siècle, donc par exemple... quand vous entriez dans une pièce, il y avait un ordre de préséance, c'est-à-dire que les personnes les plus nobles entraient en premier, et puis celles qui avaient les moins gros titres, entre guillemets, entraient les derniers, et normalement, ça devait être en couple, un homme et une femme à chaque fois, et on voit dans l'histoire que Jane, la pauvre, il y a un nombre impair, et forcément, c'est celle qui est la moins fortunée, qui a le moins bon titre, donc elle se retrouve toute seule à faire son entrée, et normalement, c'était pas possible, c'est-à-dire que s'il y avait une pauvre fille, qui se retrouvait toute seule à la queue, elle allait pas manger avec les autres, limite, il fallait qu'elle reste dans sa chambre toute seule. C'était pas super cool quand même à l'époque. Voilà, donc on apprend plein de petites choses comme ça. Jane doit apprendre tout ça, les convenances, bienséances, que je me souviens plus pour les présentations, comment ça se passe exactement. Bref, elle doit apprendre tout ça. Une fois qu'elle arrive sur place, elle rencontre la directrice des lieux, qui est vraiment pas sympathique, qui lui retire tous ses vêtements, ses sous-vêtements, qui lui fait retirer tous ses vêtements, sous-vêtements, tous évidemment, les objets technologiques, portables, MP3, etc., rien du tout. Et Jen se retrouve en robe empire, avec le petit bonnet à dentelle, le Spencer, vous savez, c'est le petit... la petite veste qui arrive juste là, boutonnée souvent, qu'on mettait par-dessus les robes. Ah, j'aurais dû m'habiller comme ça en fait, parce que j'ai une robe empire et un Spencer d'ailleurs. Ah, tant pis, je vous montrerai ça une autre fois. Voilà, quand elle arrive, elle doit vraiment retirer tout ce qui faisait qu'elle était une trentenaire de 2013 pour se retrouver vraiment immergée dans la régence anglaise du début du 19e siècle. Et elle se retrouve donc dans un cottage ou un manoir, je sais plus, avec plein d'acteurs qui sont là justement pour lui faire passer 3 semaines de vacances, mais 3 semaines qui pourraient se dérouler donc au début du 19e siècle en Angleterre. Voilà, en fait, ce lieu, si vous voulez, est vraiment fait pour les femmes riches, souvent mariées mais délaissées par leur mari, qui ont envie de passer des vacances un petit peu farfelues, de se retrouver dans une autre époque et de vivre une fausse histoire d'amour avec des acteurs qui sont payés pour leur faire vivre une fausse histoire d'amour. Jen, elle se retrouve là-dedans et elle se rend compte que finalement, c'est pas ce qu'elle veut. Qu'elle veut quelque chose de réel, et que jouer la comédie comme ça, elle se sent super mal à l'aise. Et j'ai bien aimé en fait ce rapport théâtre réel, on sait jamais
si les acteurs jouent vraiment la comédie parce qu'ils sont payés pour ça, ou si derrière il y a vraiment les vraies personnalités qui transparaissent. Voilà, et on est comme Jane, en fait, on se demande si Martin, le jardinier qui est payé pour faire le jardinier, est-ce que il pourrait avoir des sentiments pour elle, est-ce que il est payé pour ça, est-ce que Mr. Noblet, qui est un petit peu le monsieur Darcy de l'histoire, est-ce que il est payé pour la séduire, ou est-ce que derrière c'est la vraie personne qui parle? Bref, on est comme Jane, en fait, on se pose des questions, et j'ai beaucoup aimé. Bon, ce qui est sympa, c'est que je pense que comme toute bonne Janaïde qui se respecte, on a toutes rêvé au moins une fois dans notre vie d'être dans un univers comme ça, complètement régence du début du 19e siècle, avec l'hygiène en plus. C'est ce qui se passe dans cette histoire, c'est-à-dire qu'elle a les toilettes et elle a l'eau courante. Moi je veux la même chose, parce que les toilettes au fond du jardin et le pot de chambre, pas possible. Donc là non, il y a même de l'électricité, etc. Donc pour ça c'est pas hyper fidèle historiquement parlant. Mais autrement pour tout le reste, les balles, les conversations, etc. c'est assez sympa. Par contre on se rend compte que les nanas à l'époque, elles devaient s'ennuyer ferme, parce que à part lire, broder et faire des balades dans le parc, il n'y avait pas grand chose à faire. Cela dit, les messieurs c'était pas bien mieux, puisque à part chasser, fumer des cigares et boire des brandy, c'est pareil, il n'y avait pas grand chose à faire. Bref, je me dépêche, je pars un petit peu, je digresse. Vraiment c'est une lecture hyper fraîche. Je trouve qu'il y a beaucoup d'humour, c'est assez bien écrit. Et j'avais vu que Alice, donc du blog Jane Austen is My Wonderland, avait été un petit peu déçue par la fin. Alors je l'appréhendais cette fin, mais en fait non, j'ai bien aimé cette conclusion. Donc voilà, pour toutes celles qui aiment Orgueil et Préjugés, toutes les œuvres de Jane Austen et qui sont amoureuses de Colin Firth, alias Monsieur Darcy, dans l'adaptation de BBC de 1995, allez-y, c'est vachement bien. Le Requiem d'un soupir de Tiffany Schneevely. Je sais pas si ça se dit comme ça, désolée. Alors, c'est un livre qui est très très court. Et en fait, alors il est classé en fantastique dans plein d'endroits, sur Bibliomania par exemple. Mais on se rend vite compte que finalement c'est plus un livre de société entre guillemets qui se déroule à notre époque contemporaine. On suit la vie d'une jeune fille de 19 ans qui s'appelle Mercedes et qui est asthmatique, mais vraiment asthmatique, hein, qui est vraiment gravement malade, et on vit son quotidien. Donc cette jeune fille, à cause de son asthme, à cause de sa maladie, elle s'empêche de faire plein de choses, de sortir avec ses amis, de faire des soirées, de partir en vacances. Depuis que son asthme s'est développé alors qu'elle avait 14 ans, donc 5 ans plus tôt, pardon, elle a arrêté de vivre. Voilà, et donc on la découvre dans les premiers chapitres, alors que l'année de terminale va commencer. Et à ce moment-là, alors qu'elle est pas très bien, qu'elle fait crise d'asthme sur crise d'asthme, qu'elle est souvent à l'hôpital, etc., elle va rencontrer une petite fille mystérieuse qui va lui redonner goût à la vie. Voilà, donc en fait c'est un peu ça l'aspect fantastique entre guillemets, c'est que cette petite fille mystérieuse, vous vous doutez bien qu'elle est pas normale. J'ai envie de dire, c'est pas une grosse surprise, hein. J'avais vu depuis du départ qui était cette petite fille, c'est pas vraiment le gros suspense, hein. On s'en rend compte, on le comprend assez vite. Voilà, donc je pense que c'est pour ça que c'est classé en fantastique, mais pour moi, j'aurais presque envie de plus le classer dans un roman contemporain en fait, plutôt que dans fantastique. Voilà, alors cette jeune fille est la narratrice du livre, donc on suit vraiment ce qu'on pourrait appeler son journal intime, ce qui fait qu'on se sent vraiment très proche d'elle, c'est très émouvant, même dans les descriptions quand elle fait des crises, on ressent vraiment le blocage des poumons, quand elle se sent mal, etc. Ça c'est très réaliste, j'ai beaucoup apprécié, c'est vraiment...
assez émouvant. Et il y a des passages qui m'ont presque mis les larmes aux yeux, notamment avec ses camarades, parce qu'elle se sent vraiment isolée, etc. Et il y a de très très jolis passages. Ce qui m'a plu aussi, c'est la fin. Je m'attendais pas du tout à cette fin-là, et j'ai été très surprise. Même quand j'ai refermé le livre, je me suis dit « Oh non, c'est pas possible, ça peut pas se terminer comme ça. » Bah si. Et je trouve que c'est un bon choix de la part de l'auteur d'avoir... de s'être plutôt tournée vers cette fin-là, qui n'est pas forcément celle qu'on attend, et qui est marquante et percutante. Voilà, je peux pas vous en dire plus, parce que bon... Ça serait dommage de vous gâcher la surprise. Mais voilà, un bon choix. Ensuite, j'ai été assez surprise au départ parce que j'ai trouvé le style très naïf. Mais naïf pas dans le mauvais sens en fait, si vous voulez. Naïf parce que c'est une jeune femme de 19 ans, une jeune fille, qui a grandi trop vite à cause de son asthme, mais qui à côté de ça n'a pas connu les étapes obligatoires de la vie d'une adolescente, donc qui est très petite fille en fait, finalement dans sa tête, et ça se ressent beaucoup dans l'écriture. Alors au début j'étais un petit peu surprise, mais finalement ça va bien avec le personnage qui raconte cette histoire, avec la narratrice. Voilà, je vais pas vous en dire plus. La force vraiment de ce roman, c'est pas forcément l'intrigue, à part la fin qui est surprenante, mais sinon l'intrigue en elle-même, la succession d'événements, on s'y attend assez, c'est pas très surprenant, mais c'est vraiment l'émotion qui se dégage de ce vraiment très très court roman, il fait moins de 200 pages. Voilà, si vous avez l'occasion, mais je crois que cette édition est épuisée, mais il va être réédité chez Nargal Éditions cet automne, je crois, dans quelques mois. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pourrez le trouver chez Nergal Éditions dans quelques mois. Voilà, allez, je me dépêche. En ce moment, L'Ouroboros d'argent d'Ophélie Bruno aux éditions du Chat Noir. Livre qui sortira le 1er juin en librairie, mais qui sera disponible en avant-première aux Imaginales, donc le week-end qui arrive. Vous pouvez également déjà précommander ce titre sur internet, sur la boutique du Chat Noir. Et il me semble qu'il y a un tirage au sort pour gagner 5 marque-pages créées par l'auteur. Voilà, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il y en a 5. Voilà, donc ceux qui auront précommandé ce livre pourront participer au tirage au sort et peut-être gagner une création de l'auteur. Voilà, alors c'est une histoire de loup-garou. Pour le moment, je ne peux pas trop vous en parler parce que je n'ai lu que 50 pages, donc ça va être un petit peu difficile. Pardon, je peux juste vous dire que... en gros, on a un petit peu deux points de vue dans cette histoire. On suit d'un côté Célia, qui est une louve-garou depuis sa naissance. Et en fait, les loups-garous, c'est de génération en génération dans sa famille. Donc voilà. Et elle est amenée à succéder aux alphas. Je sais pas si on les appelle les alphas dans ce livre-là. Enfin bref, aux chefs de meute. Bientôt, voilà, elle est amenée à les succéder. Voilà, donc ça c'est le premier personnage, on suit un petit peu son histoire, et là en fait j'en suis arrivée au point où elle est allée retrouver son grand-père qui vit en Auvergne, non, n'importe quoi, elle est allée retrouver son grand-père qui lui donne pour mission d'aller récupérer un objet en Auvergne, et donc cet objet c'est l'Ouroboros d'argent, d'où le titre. Voilà, donc j'en suis là. Et à côté de ça, on a un autre personnage qui s'appelle Axel, j'allais dire Alex, non, Axel, qui est un animateur de centre de loisirs de 23 ans, qui a l'air a priori plutôt normal pour le moment, et je sais juste qu'il est en relation avec une charmante jeune fille depuis 7 mois. Voilà. Pour le moment, je l'ai croisé soit au centre de loisirs où il s'occupait des enfants, c'était le premier chapitre, soit avec la jeune fille avec qui il a fêté leurs 7 mois de relation. Voilà, pour le moment je n'en sais pas plus, je sais juste grâce à la 4e de couverture que Axel et Célia vont être amenés à se rencontrer en Auvergne et qu'apparemment ça va faire des étincelles. Voilà, ce que je peux vous dire d'autre, c'est que je trouve ça très agréable à lire pour le moment, j'aime beaucoup le ton,
je sais pas, il y a un tout petit aspect humoristique derrière, enfin je le ressens comme ça, et c'est vraiment super agréable à lire. Les chapitres sont courts, donc j'ai lu les 50 premières pages hier soir avant de me coucher. J'ai pas lu longtemps, donc je les ai lus assez vite, mais je pense que ça va se lire très vite comme livre. Voilà, j'espère l'avoir fini avant vendredi. Puisque l'auteur sera aux Imaginales, peut-être même qu'à partir du samedi, je sais plus. Bref, j'espère l'avoir fini avant ce week-end, mais normalement oui, il fait que 250 pages, j'en ai déjà lu 50 en peu de temps hier soir, je vais continuer tout à l'heure, à mon avis il sera vite avancé. Voilà, je vous en parle plus dans ma prochaine vidéo, et je vous en parle plus ce week-end aux Imaginales, sur le stand des éditions du Chat Noir. Voilà, maintenant les lectures que j'ai prévues de Hanté de Maureen Johnson. Le premier tome m'avait un petit peu déçu parce que je m'attendais à une réécriture de toute la légende de l'Éventreur. Enfin, pas forcément une réécriture, mais vraiment une histoire autour, centrée sur le personnage de l'Éventreur. Et en fait, pas du tout. L'Éventreur, j'avais trouvé qu'il était cité dans la 4e de couverture juste pour faire vendre le bouquin et qu'au final, il n'y avait pas grand-chose sur l'Éventreur dans le premier tome. Mais j'ai quand même envie de lire la suite parce que j'avais trouvé que le premier tome était assez bien écrit, et même si j'avais pas forcément complètement adhéré au personnage d'Aurora, je vérifie, oui voilà, je l'avais trouvé quand même agréable à lire. Donc je vais lire ce deuxième tome assez rapidement puisque je suis déjà en retard sur mes dates, parce qu'en fait c'est un service presse et que je dois le lire assez rapidement et je crois que je suis en retard, donc il passe juste après. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand chose. Par contre ça me fait un peu peur, c'est que j'ai vu là ces derniers jours des avis assez... pas négatifs mais mitigés sur ce deuxième tome qui apparemment est assez long à se mettre en place, etc. Qui se passe pas grand chose, machin. Donc ça me fait un petit peu peur. Bon, à côté de ça, j'aime assez les livres qui prennent leur temps et qui sont descriptifs, pas forcément plein d'action, donc ça me gêne pas forcément, enfin ça dépend comment c'est amené forcément, mais on verra. Pour le moment ça me fait un peu peur quand même, je vous en parle plus dans la prochaine vidéo. Hop, et le deuxième livre que j'ai prévu de lire très vite, c'est un livre vraiment pour la jeunesse, c'est le premier tome du Manoir qui s'appelle Liam et la carte d'éternité de Evelyne Brizou-Pellen. Oui, c'est ça, chez Bayard Jeunesse. Donc je l'ai reçu pour la dernière opération masse critique de Babelio. Pareil, là il faut que je me dépêche, je dois le lire et le chroniquer dans maximum 14 ou 15 jours, je crois. Je devrais être dans les temps, ça va. Voilà, en plus ça a l'air d'être écrit assez gros, hop, assez espacé, les pages sont très épaisses, ça va se lire très très vite. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Liam. Donc en fait, pour tout vous avouer, ce qui m'a fait craquer dans cette histoire et pourquoi j'ai choisi ce livre lors de la dernière opération masse critique, c'est pour la couverture, c'est vrai mais c'est pas le premier point, parce que ça se passe dans un manoir qui apparemment, il y a des choses étranges qui se passent, des fantômes, etc. Donc ça me plaît bien. Et qu'en plus le héros s'appelle Liam. Alors c'est complètement futile comme raison, mais j'adore ce prénom. Si j'ai un fils, quand j'aurai un fils, je l'appellerai Liam. Ou il ne s'appellera pas, j'ai dit, c'est comme ça. Voilà, donc j'adore ce prénom, qui est irlandais. Et en plus, Evelyne Brizou-Pellen est une auteure jeunesse qui est assez connue, mais que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire, donc c'est l'occasion. Voilà. En plus, c'est un très joli ouvrage. Enfin, Bayard Jeunesse, ils sont assez doués pour faire des beaux livres, des beaux objets livres. Vous voyez, elle est la jaquette, le titre est en surimpression. Voilà. Je vous en parle très 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 vite. Hop. Voilà, j'ai jamais fait une vidéo aussi longue pour le C'est lundi ou C'est mercredi. Je pense qu'on va appeler ce numéro le C'est l'incredi. Je vais vous laisser puisque je vais encore mettre des plombes à faire les montages, donc il est déjà 15h15, il faut que je me dépêche. Je vous souhaite une très très bonne fin de semaine. Pour ceux qui seront aux Imaginales, surtout si vous me reconnaissez, n'hésitez pas à venir me voir parce que moi je suis pas du tout physionomiste. Donc même si je vous suis sur internet en vidéo ou même si j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec vous sur Facebook, etc., je connais pas vos têtes. Donc n'hésitez pas à venir me voir et à me dire je suis machin du blog machin. Et encore, c'est même pas sûr que parce qu'il y a tellement de blogs que voilà. Mais j'aurai un petit badge. S'il ne fait pas trop chaud, s'il ne pleut pas, etc., j'aurai peut-être les cheveux détachés. Je vous dis ça parce qu'en fait, quand il pleut avec les cheveux frisés, ça fait
Jackson 5, donc je ne détacherai pas mes cheveux s'il pleut. Mais s'il ne pleut pas, croisons les doigts, voilà, j'essaierai de les avoir détachés pour que vous puissiez me reconnaître, mais au pire j'aurai un badge. Et peut-être un bonnet s'il fait froid, je sais pas, on verra. Donc n'hésitez pas à venir me voir si vous êtes à Épinal ce week-end. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc le blog fêtera ses 7 ans le 4 juin prochain, donc dans 15 jours. J'ai déjà plusieurs livres à vous offrir en cadeau. Donc je suis très contente et je vais faire un petit marché aux Imaginales. Je vais voir les poches que je peux vous acheter et vous offrir pour, à l'occasion de ce concours, comme j'avais fait l'année dernière. L'année dernière j'avais choisi 3 poches que j'avais fait dédicacer, je vous les avais offertes pour les 6 ans du blog. Donc cette année j'aimerais bien faire la même chose pour les 7 ans, on verra. J'ai pas encore trop d'idées de livres que je pourrais vous offrir. Je pense que ça sera un petit peu au feeling, mais dans tous les cas ça sera quand même des livres ou des auteurs que j'apprécie beaucoup. Parce que j'ai pas envie de vous offrir un livre comme ça, juste pour dire que je vous offre un livre. C'est parce que ça aura une signification derrière, parce que c'est un livre que j'aurais vraiment beaucoup aimé et que j'aurais envie de vous faire découvrir, ou parce que l'auteur, même si j'ai pas encore lu ce livre-là en question, est un auteur que j'apprécie, etc. Voilà, donc je vous en parle plus, je pense, dans quelques jours. Je vous dis rendez-vous dimanche pour le billet des acquisitions. Alors soit dimanche soir si on rentre pas trop tard d'Épinal, mais comme on a pas mal d'heures de route, soit lundi soir en rentrant du boulot. À mon avis lundi ça va être dur d'ailleurs d'aller au boulot. Donc je vous dis soit dimanche soir, soit lundi soir pour le billet des acquisitions qui à mon avis sera très rempli de dédicaces et de livres achetés, puisque même si j'ai décidé d'être très raisonnable cette année, vu avec les blogueuses avec qui je vais être, à mon avis ça va être difficile d'être raisonnable. Donc je crois que ma valise va être très lourde quand je vais rentrer dimanche. Voilà, n'hésitez pas à venir voir le billet pour voir à quel point j'aurai craqué. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et à la prochaine.